finir avec ceux qui sont présents. And we ask them also questions about 2018. Zach, 2018 is about to end in few minutes. Can you tell me something about 2018 and your experiences and projects and yeah, tell me something about it. Thank you. I want to thank everyone once again, my colleagues. First of all, if I may introduce myself, I'm Zaki Isaac. I conduct I'm one of the conductors of the Somaliland USA program here in Tempo Africa TV. Of course, Somaliland is not a recognized country, but it's a country that is it's situated in East Africa. It was part of the Somali Union. So Somaliland and Somalia united in 1960 when they got their independence, and Somaliland exited from the Union in 1991. Now the people in Somaliland here really appreciate our program. It's a platform really to discuss, policy and political and social issues. I think we don't come back to that. Okay. For the program that will run now, just tell us exactly how did you spend the 2018 in your family, because it's going to bring me some questions about Somaliland. Yeah, this is a big, a good debate. It's going to run now. Yeah. Somaliland okay. Is absolutely. 2018 has been great for me personally. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Yeah. I have my family, my children, my wife. We've been blessed, and the major thing that happened to me personally in 2018 was meeting you guys, meeting Malik, and having the program. That's what the program. Yes. The program was so nice. So yeah. 2018 has been a great year for me. Thank you. Okay, so we'll be right back with you soon, and you can wish your wishes to all your friends, your family members, and maybe you can also talk a little bit about the project in Somaliland. Ok, nous avons également avec nous notre ami qui est branché avec Tempo Afrique. Il est au centre du studio. J'ai nommé Rodrigue. Je voudrais donc revenir vers toi pour que tu nous dises un peu, en 2018, comment est-ce que tu l'as vécu? Rebonsoir les collègues, rebonsoir tout le monde. 2018, ça a été une année vraiment bouillante, je dirais, sur tous les plans. Et je pense que tout le monde à peu près sait de quoi je parle. Nous avons eu beaucoup de travail à faire sur tous les plans presque. Bien sûr. Bon, et à côté de cela, nous ne pouvons pas oublier nos familles. Nous avons, donc je dirais qu'avec ma famille, malgré qu'on a nos busy schedules, la famille quand même, tout s'est bien passé. Et on ne se plaint pas trop parce que tout le monde est en bonne santé. Donc c'est le meilleur qu'on puisse demander. Parce que sans la santé, on ne peut pas faire ce travail-là que nous faisons. Donc je dirais merci et au Dieu Tout-Puissant qui nous a quand même conduits jusqu'à la fin de cette année. Et je crois que le reste viendra avec l'année 2019. Merci beaucoup Rodrigue. Nous allons maintenant nous adresser à un des ténors de Tempo Afrique TV. J'ai nommé Serge Diawa. Je pense que vous avez passé une belle année 2018. Vous le montrez déjà par votre sourire. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre année 2018? Merci encore une fois de plus, Léandre, pour m'avoir donné la parole. Vous savez toujours que ma lutte se converge sur la scène politique au niveau même des pays africains. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lutté dans cette année 2018 contre ces pays qui aujourd'hui
nous parlent de dictature. Okay. Ces pays dans lesquels il y a des remue-mélanges, j'ai essayé quand même en tant qu'homme de médias, mettre sur mes grands débats ces sujets-là. Et ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup. Mais du côté de ma famille, je crois que je remercie aussi ma famille qui est ici aux États-Unis, ma famille qui est aussi en Côte d'Ivoire, même au Togo. Vous savez que nous avons une grande famille en tant qu'Africains. Yeah. Et je voulais quand même passer. Et particulièrement, vous savez, vous êtes un papillon volant. États-Unis, Côte d'Ivoire, Togo, peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont... Encore en Europe. Ben voilà. Oui, en Belgique, comme en Allemagne, Yeah. et aussi en Angleterre, où j'ai, en tout cas vraiment, mes frères qui sont un peu éparpillés. Alors je voulais profiter de cette occasion pour leur dire meilleur vœu. Nous allons y arriver bientôt. Nous allons prendre un auditeur en ligne. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Voilà. Merci. Je crois que... Donc, je voulais vous dire réellement, pour cette année 2000... Nous allons donc parler... Yeah. Non, c'est pour vous dire que Okay. j'ai été à la soirée des Ivoiriens. Ah. Quand même revoir quelques vieilles figures, parce qu'il y a très longtemps, on me voit seulement sur les antennes, mais réellement en famille ivoirienne même, c'est un peu difficile. Mais je voulais de passer à leur dire meilleur vœu. Merci beaucoup. Et je demande donc aux amis qui sont là de commencer déjà par fouiller dans leur ménage une chanson qui va être le message, le vœu pour leur famille, leurs proches et leurs proches parents. Donc, nous, comme je l'ai dit, déjà à cette heure, il est 6 heures ici à Minneapolis, mais peut-être en France, il est déjà minuit, c'est-à-dire qu'ils sont déjà rentrés en 2019. Nous allons donc demander à la partie technique de commencer par faire le tour avec nous pour voir, que nous puissions voir à travers le monde où sont les pays, quels sont les pays qui sont déjà en train de rentrer dans 2019. En attendant cela, je reviens encore vers vous pour vous demander quelles sont vos perspectives pour 2019, pour vous, vos familles et vos projets. Ok, je reprends avec Serge. Vous allez juste nous donner 1 minute, vos perspectives, et après, vous allez nous proposer un morceau pour vos familles et vos proches. Merci. Vous avez 1 minute. Merci encore, Léandre. Je pense bien, je suis en train de voir pour que mes enfants soient ici aux États-Unis avec moi. J'ai aussi Merci. c'est une question. Que vos vœux soient exaucés en 2019. Merci. Merci. Nous revenons à Rodrigue. En attendant que vous trouvez dans vos ménages une belle chanson pour 2019. Rodrigue, vos perspectives pour 2019. Pour 2019, moi je dirais simplement que Dieu nous donne la santé pour continuer la bataille que nous avons entreprise ensemble. Et pour nos familles, qu'ils soient en bonne santé. C'est tout. Merci, thank you very much, Zach. For the next year, 2019, what are your projects for 2019? Well, thank you very much again. The 5 F's. I don't know if you ever heard the 5 F's. No, not yet. The 5 F. Family, fitness, food, and I have to watch Yep. my diet. Yeah. Family, fitness, food. Food, faith, Yeah. And F-A-L, I forgot the other one. But I'm Okay. I'm really focusing on my family. yeah. We want to, inshallah, travel to Africa. Oh, okay, that's this fine. summer for vacation. Yeah. We haven't had one lately, so
Wow. It'll be a good opportunity for us to go back in just a couple of months. Yep. I'm also trying to help promote Tempo Afrique Oh, okay. TV Yeah. to draw more audience. Yeah. And just want to be healthy again, and enjoy life and take every minute as it. Yeah, yeah, yeah. Okay, thank you so much. Et on revient au studio pour qu'on puisse avoir une musique qui va nous faire entrer en 2019. Une musique que nous allons tous utiliser pour souhaiter nos vœux. Et après, nous allons revenir sur le... Ah, ok. Nous allons revenir sur le plateau pour recevoir Classio Koutoglo qui est avec nous en direct depuis la Caroline du Nord, c'est ça? Classio Koutoglo, vous nous suivez? Oui, oui, bonjour, bonsoir, chers amis. Oui, et soyez les bienvenus en studio ici à Tempo Afrique TV. Donc, nous étions en train de faire les perspectives de 2019 et 2018 et les projections de 2019. À votre niveau personnel, comment est-ce que vous avez passé 2018 et quels sont vos projets pour 2019? Vos projets personnels, pas politiques. Parce que je sais que vous allez me parler de politique. Alors, je vous arrête tout de suite. Vos projets personnels en attendant, parce que nous avons une rubrique qui va être consacrée à la politique. Merci, Classio. Vous avez 2 minutes. Ah bon, pour un projet personnel, il faut remercier d'abord Dieu que nous avions pu faire 365 jours sans maladie, sans rester sur place. Dieu nous a nourris pendant tous ces jours. Je peux dire que merci à Dieu et pendant 2018, de bonnes choses sont encore arrivées dans notre vie, dans nos familles. On ne peut que remercier Dieu. Ce que nous souhaitons, ou bien nous avons souhaité certaines choses qui ne sont pas arrivées dans notre vie, je pense bien que c'est juste un report qui va être réalisable en 2019. Merci beaucoup, Classio Koutoglo. Je pense que ce serait préférable que nous rentrons dans le vif du sujet et sur la question de la dictature en Afrique parce que les panélistes impatientent également et je crois que en rentrant dans le vif du sujet, nous allons donc faire des intermèdes musicales et de publicité pour permettre des pauses eau ou pauses café s'il est possible. Voilà, donc nous revenons. Je voulais, par cette émission, dire merci à notre ami Koutoglo. Ça fait un bon moment qu'il nous a quittés et il a voyagé. Et je voulais quand même lui souhaiter la bonne arrivée, encore une fois de plus. Classio. Merci. Ok, voilà. Donc, comme je disais, nous allons rentrer plutôt dans le vif du sujet. Et we're going to talk right now about the situation in Africa, dictatorship, and how can we fight against this dictatorship in 2019 and 2020. Because Africa have a lot of resources, and we are still behind all the continent. What happened? What's going on? So we will discuss about what's going on in Africa, why dictatorship in Africa, and how can we fight against this dictatorship. Voilà, donc comme je le disais, nous allons donc faire un débat sur les problèmes de développement de l'Afrique et particulièrement nous allons accentuer ou axer les discussions sur la dictature en Afrique. La dictature qui est un frein pour le développement de l'Afrique. Nous venons donc de lancer comme ça le débat. Je vais inviter en premier lieu l'honorable pour nous dire un peu quel constat fait-il de la dictature en Afrique en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous voyez, c'est un problème complexe. Hein? C'est vraiment un problème complexe et bon, nous allons aller rapidement. Mais c'est vrai, le problème de la dictature, vraiment ce fléau qui freine l'émancipation
et j'allais même dire l'éclosion de la démocratie en Afrique. Mais le problème de dictature en Afrique ne relève pas de maintenant. La problématique est de savoir quel mode de démocratie nous voulons en Afrique. Et je pense que tous les Africains et tout le monde peut dire que en Afrique, nous avons besoin de la démocratie. Et l'ex-président Gbagbo, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, a illustré cela. Et quand il était face au juge de la Cour pénale, où il disait que, mais Madame la juge, vous voyez, en Afrique, le modèle que nous voulons, c'est la démocratie. Mais pas parce que vous le voulez, mais parce que nous sommes obligés de faire cette démocratie. Il a donné l'exemple des Sénoufos, il a donné l'exemple des Djoula qui se rassemblent autour des mosquées, et il a donné l'exemple des BT. Est-ce que vous voyez? Et il se dit, mais que si, par quel mode les Africains, en particulier les Ivoiriens, peuvent choisir un président, si ce n'est pas la démocratie. Oui, l'honorable, je vais vous orienter un peu. Nous allons parler un peu aussi de comment faire arriver la démocratie en Afrique. Mais pour l'instant, parlez-nous un peu du constat de la dictature dans les pays africains. Pourquoi la dictature en Afrique? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ça dit, je veux dire que pourquoi la dictature en Afrique, c'est tout simplement parce que c'est un problème complexe. Donc on ne peut pas débattre ce sujet sans rappeler que la démocratie, elle, nous sommes pratiquement... L'Afrique n'a pas le choix. Maintenant, comment la dictature est arrivée? Est-ce qu'au départ, le souhait des Africains, c'est la dictature? Maintenant, pourquoi la dictature en Afrique? Mais c'est tout simplement parce que nous avons des présidents qui souhaitent rester à vie au pouvoir. C'est tout simplement parce que nous avons un système où au départ, on pense que c'est un système démocratique, mais au finish, c'est de la dictature. Maintenant, cette dictature, c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle pose un problème en Afrique. Mais il faut d'abord voir comment c'est arrivé. Vous savez, au lendemain de la guerre froide, il y a eu deux blocs. Il y a eu le bloc marxiste et il y a eu le bloc capitaliste. Donc, des pays africains qui sont des pays pauvres, certains ont choisi le bloc marxiste, d'autres ont choisi le bloc libéral, capitaliste. Donc, on était pratiquement dans la dynamique de système unique. Donc, ce système unique a engendré des pouvoirs qui n'étaient pas du tout démocratiques. Le cas du Bénin, il y avait le régime marxiste-léniniste. Le cas du Togo, il y avait certes, ils ont suivi le bloc capitaliste, mais il n'y avait pas un système pluraliste. Donc, il y a eu la dictature, et c'est comme ça que nous avons connu la dictature Mobutu. C'est comme ça que nous avons connu la dictature Eyadema. Donc, c'est comme ça que nous avons connu la dictature Kérékou, mais volet marxiste. Donc, c'est tout cela a fait pratiquement freiner le développement de l'Afrique. Donc, nous étions dans une période, comment dirais-je, de la guerre froide, où ce système de dictature a été, au fait, initié, j'allais dire, l'impulsion de ce, de ce système unique en Afrique, et pas devant la dictature a été
pratiquement une impulsion des puissances coloniales. Merci Ça se voit. beaucoup. Donc Merci c'est beaucoup. extrêmement important. Oui. Donc on ne peut pas, on ne peut pas, c'est très important, on ne peut pas dissocier ce contexte historique, quand on parle de la dictature en Afrique. Merci Maintenant, beaucoup. Merci beaucoup. il y a Oui, eu- nous il y a allons revenir C'est sur les important. détails, monsieur l'honorable. Nous allons Oui, mais donc, c'est important. puisque un des invités qui va bientôt nous quitter, Classio Kutoglo, nous allons lui donner la parole et il va nous parler un peu de son constat de la dictature en Afrique et quels sont les effets de cette dictature-là. Vous avez 2 minutes et après nous allons remettre le micro à d'autres intervenants. Merci. ok. Non, il n'y a pas de... Merci pour le sujet. Il faut dire que la dictature en Afrique, en fait, c'est le désir de la gourmandise. C'est... Il ne faut pas aller très loin en cherchant la source de la dictature africaine dans des archives historiques. C'est tout juste un désir de la gourmandise. À part cela, il faut voir aussi le contexte dans lequel certains ont fait tellement du mal aux autres et que la justice qui devait être indépendante et pour sévir et corriger les maux dans la société, cette justice est inexistante. Comme la justice est inexistante, la peur est toujours dans les cœurs de ces personnes-là qui se croyaient toujours les plus forts dans la jungle. Vous voyez? Donc, pour se protéger, il y a ces groupes de personnes qui veulent toujours rester au pouvoir, quelque part, protégés par des immunités ou bien des garanties diplomatiques et tout ça là, pour pouvoir rester jusqu'à mourir un jour. Donc, ils ne font que trouver des moyens pour pouvoir faire perdurer la dictature. Merci Donc, la Classio. dictature- Et comme vous êtes reconnu pour être un combattant de cette dictature, nous rentrons en 2019. Qu'est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine peut faire afin de pouvoir repousser au loin cette dictature et amorcer le développement de l'Afrique? Oui, vous savez, Des approches nous de sommes solutions pour 2019. Nous sommes aujourd'hui tous debout et nous rentrons dans 2019. C'est pour faire à telle en sorte que cette dictature qui divise tant et qui fait que une seule partie des pays développe d'une manière qu'on ne peut même pas qualifier au détriment des autres puisse arrêter. Moi, s'il faut conseiller une jeunesse aujourd'hui pour ses actions en 2018, c'est de rester debout. Et de rester debout d'une manière organisée pour pouvoir faire dissiper ces manifestations de la dictature dans nos pays afin que tout le monde puisse évoluer et ceux qui méritent puissent évoluer et donner la main à ceux-là qui sont faibles pour que nous puissions faire un développement intégral, global et pour ne pas dire collectif. C'est ça. Donc, la jeunesse doit être éveillée, la jeunesse doit chercher toujours la vérité dans les choses avant de prendre toujours des décisions. Il faut que la jeunesse ait ce sens de l'intégrité que Thomas Sankara nous a laissé comme héritage. Et puis ensuite, si on a cela associé à une détermination, je pense bien que la dictature peut disparaître petit à petit. Nous aurons toujours des anicroches sur nos chemins avec l'implantation de la France-Afrique et autres, par exemple, dans les pays francophones et tout ça là. Mais si nous sommes déterminés, organisés dans une révolution qui est un art, je pense bien que nous pouvons venir à bout de cette dictature qui tue aujourd'hui d'une manière sauvage sur le continent africain. Thank you very much, Classio Kutoglo.
we have another guest. Please, can you tell us about yourself, your name, and what you're doing? Yeah, sure. My name is Brother Amadou. I'm here from the U.S. of A., and it's just a delight to be a part of Tempo Afrique for this evening. Thank you very much. Keep the microphone with you. Okay, sure. 2018 is ending in a few minutes. Can you tell us about how did you spend 2018 and your wishes for 2019? 2018 has been a bit of an interesting year in my own personal life in terms of things that I had to encounter with maintaining my health, dealing with some health-related matters. But as I look at what has happened across the country and actually throughout the world with the shifting of politics, particularly here in the U.S. of A., and seeing the various number of injustices that are occurring, it makes me that much more hopeful that we'll be able to get the country on the right track for 2019. And for 2019, I just wished a very productive and healthy new year for all of my friends and loved ones and for everyone, quite frankly. Thank you so much. Nous revenons au studio. We have Zach. We're talking about dictatorship in Africa. And Somaliland, right? It's a country that's not yet recognized, right? Can you tell us a little bit about Somaliland and why dictatorship in country in Africa, and how can we fight against dictatorship? Thank you, Zach. Thank you again. Thank you, colleagues, everyone online. Somaliland, first of all, if I describe Somaliland in just one minute, Somaliland is a country that's not been recognized yet. We're moving towards recognitions. Somaliland and Somalia were part of a union, as I described before. They united in 1960 when they got their independence, one from the Italian, the other one from the British. They formed what was called the Somali Republic. In 1991, however, after the civil war in the Republic of Somalia, Somaliland chose to exit that union. So they, just like the Brexit that the British are doing, Somaliland exited and they formed their own government. Now it's been established government for over 28 years. That's the history of Somaliland. Now, coming back to the question of dictatorship, I think that the cause or the root cause of a dictatorship in Africa, in my perspective, is just three things. Yep. Imperialism, debt, IMF, Yeah. big issue, and also our people. Our Africans are enslaved mentally with materials. When I say that, Europeans are coming to sell products to our countries, Yep. and yet they're stealing our natural resources. Exactly. Now, it's Thomas Sankara was an example for us, and I admire that individual because of what he did for Burkina Faso. Unfortunately, they took him away, but we need more Thomas Sankaras in Africa. We need people to mobilize themselves and against fighting dictatorship, because we will be in this situation for the next 500 years if we don't do anything about it. Yeah, thank you. Dominate Somaliland, and just like the Cameroon issue, the big Cameroon is dominating the small Cameroon, and the small Cameroon is struggling to survive and to break away now, correct? Now, Yeah, I think we have the same in Togo too. We have French Togo and British Togo, and those who are in British Togo are fighting to have their independence, and they are calling this part of Togo Togoland.
Like Somaliland too. But Togo was one country when they got Yeah. their independence. Yes. It's different between. Little bit it's a different case for from Somaliland and Somalia. Yeah. So, bottom line, Somalia and Somaliland are two different countries. Okay. Now the union is broken. In 1991, Somaliland went a separate way. Somalia still thinks that they control the country, but they don't control any territory of Somaliland. Somaliland have their own currency. 5 presidents have been in power so far. They just elected the 5th president recently. And we know the history in Somalia, Oui, ça va. terrorism and all that issues. Somaliland never had that since they broke away from Somalia. Now they are seeking their independence, even though they have a de facto status. Tell us a little bit about yourself and why are you here tonight at Tempo Afrique TV? Oh, actually, my name is Alassane Sabadogo. Yeah. Yeah, we used to ask a show here Okay. a few months back, but due to some circumstances, and I got invited by Malik Okay. to do, recapitulation Yeah. of 2018, Yeah. the highlights in Africa. So So that's why I'm as here you have to- the microphone with you, can you tell us about 2018, 2000 your life in 2008 personal and maybe with family, your projects, and also 2019, your projects for 2019? I'm going to go about the highlights in Africa Okay. during the year 2018. Yeah. A lot of challenges and also some gains economically and Yeah. politically. Mm-hmm. So there are. If I refer to the case of Togo and the DRC, the Democratic Republic of Congo, Yeah. there have been challenges when it comes to election-wise, the political arena. Yeah. So we need to, especially the ECOWA didn't do a good job when Yeah. it comes to dealing with the matters, the political issues in Togo. The same in DRC. I think DRC is where we need to have stability, and from there we will have like a rippling effect Exactly. on. You can have like economic gains, Yeah. political gains Yeah. throughout the rest of Africa, because that's where all the resources are. So we need to see how we can Yeah. address the Okay. issues. And in 2019, what are your projects, even for yourself, for your family, and maybe for your country, and for Tempo Afrique TV? Well, I'm originally from Burkina Faso. We Okay, have so Ouagadougou, yeah. Yeah, because terrorists are attacking the northern part and the eastern part of the country. Yeah. So it's kind of scaring away the investors. So they are scared to come to Burkina Faso Yeah. and invest. So nowadays, whenever you call home, they are complaining about the economic Yeah. situation, the security situation. So these are things that we need to address. Yeah. And whenever I read the news, I see that the civil society is putting a pressure on the government Exactly. to do more to stop this problem. Yeah. Okay. So, we'll get back to you. Yeah. Et nous venons de recevoir également en studio et sur Skype nos amis, le docteur Moussa et Adona, notre correspondant au Togo à Lomé. Nous allons donc remettre donc le micro à Adona, qu'il nous dise un peu ses impressions pour 2018 et comment, qu'il nous parle un peu de ce qu'il a été pour 2018 dans sa vie et quels sont ses projets pour 2019. Adona.
Oui, merci. Merci une fois encore. Eh bien, en fait, pour cette année nouvelle 2019 qui vient de s'annoncer, mon projet exact serait le premier plutôt de souhaiter une sortie de crise politique pour le Togo, mon cher pays d'abord, et également les pays qui sont en sous-dictature, plutôt, qui sont sous dictature également dans la région africaine. Et sinon, ce ne serait que un va-et-vient pour l'Afrique entière, tandis que dans les autres continents, ça évolue démocratiquement. Donc, j'aurais essayé d'adresser également mes propos à l'égard des responsables des opinions internationales, des responsables des organisations internationales et également des responsables, des présidents des grands pays qui sont en Europe, en Orient et dans les États-Unis, de bien vouloir prendre soin des pays africains qui sont sous la dictature cruciale. Et suite à ça, je reviens également au peuple togolais pour leur souhaiter d'abord mes vœux, également leur souhaiter une sortie de crise et puis appeler le peuple togolais à prendre le destin de son pays en main et à essayer de s'en prendre à la politique de la bonne gouvernance. Merci beaucoup, Adona. Nous allons revenir encore plus en profondeur sur la question de la dictature en Afrique. Nous recevons également le professeur Moussa depuis le nord de la Caroline. Bonsoir, docteur. Bonsoir, professeur. Oui, vous pouvez... Ouais, alors, bonsoir, monsieur Léandre. Comment allez-vous? Oui, je t'entends très bien. Ok. Alors, voilà, nous sommes à la fin de 2018, dans quelques minutes. Vous pouvez nous parler un peu de comment a été 2018 pour vous et quelles sont vos projections pour 2019, professeur? Oui, alors l'année 2018 pour moi avait commencé avec un espoir qui était un espoir renouvelé. D'abord pour mon pays d'origine, le Togo. Cet espoir, c'était seulement basé sur le souhait que le Togo, et comme le souhaitait l'ensemble du peuple togolais, devait tourner la page d'une période obscure de son histoire. Une période obscure qui dure depuis 52 ans et qui risque d'aller dans sa 53e année. Et puisque nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Ces principes de privilégier la société, de privilégier mon pays avant mes projets personnels, n'est-ce pas, s'inspire de la déclaration ou bien de la citation par Aristote, selon laquelle l'homme est un animal politique. Aristote, en le disant, il est vrai que dans les interprétations, il y a plusieurs qui en sont sorties. Mais celle qui peut-être correspond le mieux à ce que Aristote disait, c'est que fondamentalement, l'homme est un être social et sociable. C'est-à-dire que l'homme ne se réalise que lorsqu'il vit au sein de la société, de ses semblables. Alors, si vous voulez rechercher votre bien-être, il faut d'abord rechercher le bien-être de la société d'autrui. D'ailleurs, quand vous lisez la philosophie africaine, dans le domaine de ce qu'on appelle Ubuntu, on retrouve cela. Il y a la paix, la sérénité, l'épanouissement dans Ubuntu.
Donc je Oui, rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que Ubuntu, c'est en fait une expression zoulou qui est à la fois un programme de recherche de la paix, de la sérénité, la solidarité et le développement pour l'Afrique. Vous pouvez continuer, Alors, Monsieur Moussa. Alors, au-delà de cela, Ubuntu aussi nous dit que mon existence dépend de l'existence de mon voisin. C'est-à-dire que sans mon voisin, sans autrui, mon existence ne serait être possible. Parce que j'ai besoin de lui pour exister, pour m'affirmer. C'est ce qui fonde d'abord, d'ailleurs, ce qu'on a appelé communautarisme de la société africaine, le socialisme africain, qui veut que le bien d'autrui soit préservé afin que le bien de soi puisse aussi avoir droit de cité. Alors, je me permets d'aller dans ces explications-là tout simplement parce que j'avais commencé par dire que j'avais un espoir pour la société togolaise. Et les gens vont me demander, mais est votre espoir pour vous-même? Je pense que je ne serai jamais tranquille et content si ma société n'est pas tranquille et contente. Merci. Je ne serai jamais à l'aise si mon pays n'est pas à l'aise. Merci. Donc pour finir, professeur. je vais dire que j'ai commencé l'année 2018, l'année passée, en disant que je préfère subir l'injustice que de la commettre. C'est pourquoi je me suis engagé politiquement pour être du côté de ceux-là qui vont propager la justice. Merci, Comme le professeur dit Moussa. toutes les Nous allons explications. maintenant vous poser une petite question Je crois que Léandre, en quelques secondes. il y a un autre Ok. ami qui veut bouger. Oui, Le professeur peut garder l'écoute et tout à l'heure on reviendra à lui. d'accord. Il y a un de nos panélistes qui va bouger et on va donc lui laisser la parole et nous allons revenir encore vers vous. Zach, ok, oui, nous avons continué par parler de la dictature en Afrique. Vous l'aviez bien expliqué en anglais. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot en français pour expliquer un peu la situation en Afrique et peut-être votre mot de fin avant de partir? Merci. Merci beaucoup. Je voulais dire que... Vous pouvez parler aussi l'anglais, pas de anglais problème. aussi, ouais. Je voulais dire que je n'ai pas parlé français depuis trop longtemps. Yeah. Quand même, oui, un peu, mais ouais, ça fait 20 ans que je n'ai pas pratiqué. Wow. Ouais. Okay, go in English if In you want. English, I want to say thank you, everyone. Yeah. Thanks our guests from the Skype, everyone in the panel. Happy New Year's to everyone out there. 2019, inshallah, will be a great year. I'm expecting Tempo Afrique to grow, inshallah, to draw more viewers. Serge, you are the backbone of this organization, so I hope you, Thank you so much. you do what you do best to promote our TV network. I thank you all. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année. Bonne santé aussi. Merci. Voilà, nous revenons. Je vais passer le micro donc à notre ami. And you can tell us something about dictatorship in Africa, especially in your country if you want. No, you have the microphone. There was dictatorship I thought it was a democracy. We have democracy here in Tempo Afrique. We are in Africa. Now in Africa. USA. Okay. Now, In Africa. yeah. Not Europe, but we are in Africa. Et d'autres invités encore qui sont là. Nous avons Komi qui nous vient depuis quel état, pardon? Et nous allons lui donner... Depuis le Maryland. Maryland, voilà, merci. Nous allons lui donner la parole, qu'il nous dise ce qui a été pour lui en 2018 et quelles sont ses perspectives pour 2019. Komi, depuis Maryland, tu as le micro. Merci Léandre et bonsoir à tous les panélistes. Je pense que 2018 a été personnellement une année de stratégie.
de stratégie personnelle et de stratégie politique. Donc, je pense que 2019 serait... Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit correctement. Oui, continue, s'il te plaît. Ouais, je dis que 2019 serait plus ou moins une année dont j'espère qu'il sera comblé, quoi. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. Alors, donc, nous revenons sur ce studio pour dire que la question de la dictature nous préoccupe tant, et donc nous allons réfléchir ensemble, nous allons donc créer une plage de débat ouvert pour que chacun puisse prendre la parole et nous parler de ses expériences par rapport à la dictature et quelles sont les difficultés quand on est dans un pays de dictature, quels sont les freins au développement, s'il y en a, ou quels sont les avantages, s'il y en a, de la dictature. Le débat donc est ouvert et le micro va circuler pour qui veut le prendre. Serge. D'accord. Merci donc, Léandre. Je pense bien, quand on parle de dictature, est-ce qu'il y a réellement... Parce que, situons-nous dans le présent. Parce que si on veut aller derrière, on aura beaucoup de dictateurs. Donc, dans le présent, où nous sommes actuellement, est-ce que nous pouvons parler des dictatures en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous pouvons parler de dictature au Togo? Est-ce que nous pouvons parler de dictature en République démocratique du Congo? Dans ces pays, est-ce qu'il y a eu l'alternance? On n'a pas encore eu l'alternance et au Togo et chez Kabila. Je ne dirais pas que le président Faure c'est un dictateur, mais j'ai dit, puisqu'il n'y a pas eu encore l'alternance, c'est qu'il y a dictature au niveau de ce pays. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes aujourd'hui à la diaspora. Ne nous cachons pas la voile. Il faudrait qu'on sache que c'est la diaspora qui peut aussi contribuer à nos pays africains de rompre avec la dictature. Nous sommes là toujours pour accuser la France. Nous sommes là toujours pour accuser la CEDEAO. Nous sommes là toujours pour accuser ceci. Et nous parlons beaucoup, mais on agit peu. Il faudrait qu'on arrive maintenant à combattre la dictature. Nous sommes ici. Nous sommes combien d'Africains aujourd'hui au niveau de la diaspora? Nous allons être plus précis. Et d'abord, parlons de la dictature. Après, nous allons parler des acteurs. Comment est-ce que nous allons faire, à la fois au niveau de la diaspora, au niveau de ceux qui sont au pays, au niveau des politiciens. Donc maintenant, parlez-nous de ce que vous pensez quand on dit dictature. Qu'est-ce que ça vous fait? Ma question c'est que qui nous impose cette dictature? On ne peut pas venir dire que Faure c'est un dictateur. Mais qui est derrière Faure pour qu'il soit dictateur? On ne peut pas venir dire que Alassane Ouattara c'est un dictateur ou bien Kabila c'est un dictateur. Qui est derrière? Donc c'est cela qu'il faut combattre. Et quand on dit qu'il faut les combattre, j'ai tout à l'heure cité la diaspora. La diaspora, ne serait-ce que nous sommes ensemble, ne serait-ce qu'il faut réunir les fonds, parce qu'on ne peut pas continuer de faire la cigalo ou bien Abaria avec les poches vides. Si nous sommes ensemble, nous pouvons combattre cette dictature. Et je vous dis qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique, c'est ça, en tant que les hommes dignes de la diaspora, cessons de trop parler. Vous avez vu RFI? Vous êtes sur les solutions, sur les approches de solutions. Voilà. Donc, nous allons d'abord nous organiser. Il faudrait qu'on s'organise avant de dire, voilà ce qu'on doit faire. Donc, moi, je suis, en tant qu'un homme de médias, je ne suis pas contre, aujourd'hui, les chefs d'État qui sont des dictateurs, qu'on dit qu'ils sont des dictateurs. Mais il y a un système qui a été implanté là.
Tant qu'on ne combat pas ce système à la racine, nous allons toujours continuer de parler des dictateurs, des dictateurs, des dictateurs. Merci. Il y a Merci Rodrigue beaucoup. qui semble avoir une opinion sur la question. Tu as le micro, Rodrigue. Oui, je suis en partie d'accord avec M. Nyawa un peu. Mais ce que je voudrais dire, je voudrais lever un peu de contradiction. Si M. Serge Nyawa nous dit qu'il va falloir lutter contre la dictature et être ensemble, booster la chose, se demander d'où vient la dictature, n'est-ce pas? On doit se poser la question, d'où vient cette dictature, qui nous impose cette dictature? Je suis parfaitement d'accord. Mais quand vous avez dit à un moment donné qu'il faut déjà commencer par, aujourd'hui, ne plus retourner en arrière. Donc, mais monsieur Lawson, c'est perdre le temps. Oui, laisse-moi l'expliquer. On va le laisser finir. Si vous me dites que c'est perdre le temps, donc ce n'est pas la peine de chercher à savoir qui nous impose la dictature. Parce que pour savoir, il faut aller en arrière. Donc, moi, mon problème, c'est quoi? La dictature en Afrique, c'est que le monde est confronté à une lutte permanente. Et chacun cherche sa survie. Les Occidentaux, ils veulent l'Afrique. Parce que quoi? Nos ressources. Il est vrai qu'on ne peut pas les accuser dans ce contexte. Puisqu'on a dit que c'est une lutte permanente. Puisqu'on a dit chacun se cherche. Donc, si tu es faible, on t'abat. Et on prend tes ressources. Et c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Quand on parle de dictature, qui impose les dictateurs? On peut dire que oui, ils sont des corrompus. Qui les a corrompus? Donc, automatiquement... Vous avez une culture que vous avez abandonnée. Justement, c'est là où je vais en venir. Si on nous dit maintenant, il faut laisser l'histoire de côté. Il faut laisser l'histoire, il faut oublier ce qui s'est passé avant. On ne peut pas combattre cette dictature-là si on ne s'accepte pas. On ne peut pas s'accepter si on n'accepte pas notre histoire. C'est ça le problème. La même manière que vous êtes en train de procéder, c'est cette même manière qui a fait courir l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Non. Vous voulez qu'on aille maintenant... Nous allons... Oui, je pense que le problème ici, vous allez m'excuser, parce que il faut recentrer le débat. On peut se connaître si on ne connaît pas d'où on vient. Recentrer le débat. C'est la question, et c'est ce que je disais à l'entame à Léandre. C'est une question complexe. Et je pense que M. Serge a voulu rétrécir le champ d'action du débat, ce qui est bien. Sinon, ce que mon ami est en train de dire... S'il vous plaît, nous allons reconcentrer le débat comme notre ami nous le dit. La dictature en Afrique doit se justifier par rapport à un contexte historique. Et c'est ce que j'ai commencé. Et ça sera un dossier très, très, très vaste. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Et comme l'a dit le modérateur, et comme l'a dit aussi bien Serge, nous allons voir les solutions. Les solutions, sinon si nous voulons chercher le contexte, la justification, elle est trop complexe. Il y a beaucoup, c'est un débat. Donc nous n'allons pas finir aujourd'hui. Ce que moi je vais dire par rapport à cette problématique, c'est quoi? Monsieur Serge a commencé par parler de la diaspora, de la contribution de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut faire? Souffrez que je vous dise que en 1990, au Bénin, le Bénin a initié ce qu'on appelle la conférence nationale. Et cette conférence nationale a été initiée par la diaspora. C'est-à-dire, toute la diaspora s'est réunie avec les anciens exilés et une nouvelle nomenclature pour aller au Bénin et imposer ce qu'on appelle la conférence nationale. Cela a fait des émules. Au Togo, ça n'a pas marché. Au Mali, ça a marché. Donc ça, c'est déjà une solution. Maintenant, la dictature elle-même en Afrique, même si nous avons fait ce pas-là, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons le problème, la problématique des puissances coloniales. Et c'est ça ce que mon frère est en train de dire. Est-ce que cette puissance coloniale nous laisse s'auto-développer? Toute la question elle est là. Donc il y a toujours l'emprise de cette puissance sur des dirigeants africains qui se transforment en dictature. Aujourd'hui,
la dictature telle qu'elle se voit aujourd'hui n'est pas la même dictature au temps de Mobutu. Aujourd'hui, c'est une dictature qui prend le reflet de la démocratie, qui n'est pas, au fait, la démocratie. Voyez ce qui se passe au Sénégal. Oui, c'est ce que certains ont appelé la démocrature. Voilà, voyez ce qui se passe au Bénin, voyez ce qui se passe puis au Togo. Est-ce que vous voyez? Donc on va nous dire, cette France nous dit que c'est la démocratie. Alors que ce n'est pas la démocratie. Cette France étouffe l'opposition. Alors que ce n'est pas la démocratie. La même chose au Sénégal. Donc il faudrait qu'on puisse repenser la notion de dictature en ce 21e siècle. Ce n'est pas la même chose. Au moment la guerre froide, c'est très important. Je m'arrête ici pour le moment. Merci. Nous allons permettre à sa Serge. démocratie. Oui. Il faudrait qu'on le comprenne. Merci. Ici, les États-Unis, ils ont leur démocratie. Oui. En Afrique, on a une autre démocratie. Oui, merci Serge. Serge. Est un luxe. Serge. Serge, ce que nous allons faire, nous allons donner l'opportunité à ceux qui sont au loin de prendre la parole et après nous allons revenir en studio. Je crois que vous allez diriger de l'autre côté et puis je suis dans le studio avec. Pas de problème, voilà, c'est ça. On va faire comme ça. D'accord. Donc, Adona qui est là, toi qui es sur le terrain, toi qui vis la dictature, dis-nous un peu quels sont les effets de la dictature et comment lutter contre cette dictature-là. Adona, vous avez 2 minutes. Oui, merci Léandre. Effectivement, sur le terrain ici, surtout au Togo, la dictature, on dirait que bon, son taux d'aggravation est tellement crucial, très important, considérable à prendre en charge le plus tôt possible. Sinon, ce serait encore un autre déclenchement. Pour ce qui concerne l'oppression que les pays coloniaux, on les retrouve diplomatiquement auprès de leurs ambassades. Parce que le moment où on a déclenché le dialogue à 2 février ici au Togo, à Lomé, nous avons constaté que les diplomates, les ambassadeurs, ils sont venus, ils sont en place, mais le chef de l'État togolais n'était pas là. Donc il a fallu qu'il reçoive l'ordre de la France sur téléphone, selon les sources sûres. Et c'est la France qui lui a donné l'autorisation de venir à 2 février. Et c'est la première et la dernière même fois qu'il était là. Et finalement, il est reparti. Donc déjà, la dictature sur le système diplomatique se sent là-bas. Donc vous allez essayer de sentir que voilà, la France est en train de mener la dictature, mais à travers ses ambassades. Mais c'est au coup de fil, au téléphone, qu'elle donne les ordres. Et on leur dit que voilà, il faut essayer d'appuyer ça. Non, allez-y avec une force. Si ça fait là, nous, on va vous appuyer en armée. On va vous enrichir en matériel, armement. Vous voyez, c'est ce qui se passe exactement. Maintenant, comment faire? Et ça ne donne pas l'évolution, bien sûr, à la population togolaise, la population civile. Ça fait qu'il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Non seulement le côté du parti UNIR, mais également, il y a les acolytes, les partis satellitaires qui s'en profitent également. Donc, ceci fait que vous allez constater au pays que voilà, il y a plus de pauvres que de riches. C'est là où l'effet de la dictature se fait sentir automatiquement. Merci Adona. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire, une fois que vous nous avez expliqué un peu la situation compliquée de la dictature au Togo, quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire pour repousser cette dictature-là au Togo et en Afrique en général? Effectivement, pour repousser cette dictature au Togo, il suffit de se rassembler autour d'une même table. Mais il y a une question qui se pose. Il y a la question de non-respect des déontologies qu'on se fixe. C'est ça le problème. Si par exemple, vous et moi, nous sommes deux joueurs qui aimeraient jouer le ballon, mais finalement, on se donne des règles, principes, il faut respecter cette norme-là. Et finalement, que vous ne respectez pas, moi aussi, je serai un peu en colère à ne pas respecter. C'est ce qui se passe exactement. Donc, c'est pour le cas du Togo, c'est un peu la scène. Maintenant, comment essayer de rapprocher les deux parties pour que les deux s'entendent et qu'on essaie de lier un peu. C'est là
qu'on n'arrive pas à s'entendre parce que c'est le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui refusent carrément le système de rapprochement. Donc c'est ça le problème. Merci. Maintenant, on va régler ça maintenant. Il va falloir que ceux de la diaspora togolaise, je précise bien que ceux de la diaspora togolaise, qui sont un peu, qui maîtrisent un peu les carrières civiles, qui sont eux qui vont essayer de venir en aide avec des principes et des systèmes fondamentaux qui vont essayer d'aider le pouvoir et l'opposition à pouvoir s'entendre. Merci Adona. Nous avons suivi un peu votre argumentation. Nous allons revenir encore vers vous. Mais voilà, nous allons demander à Komi, nous allons recadrer un peu les temps d'intervention et soyons précis, concis et restons dans les 2 minutes pour que nous puissions permettre à d'autres également d'intervenir et que nous puissions également gagner du temps pour continuer à faire des débats. Ne monopolisons pas la parole, restons dans les 2 minutes et nous allons pouvoir continuer. Merci. Komi, vous avez la parole depuis Maryland. Alright, Léandre, moi je vais reposer le problème parce que est-ce que nous allons parler de dictature ou d'un mauvais apprentissage de la démocratie? Parce que ceux qui ont vécu, M. Aruna l'avait dit qu'on n'est plus dans la dictature des Mobutu ou même du père Yadema. Nous sommes dans un apprentissage de la démocratie qui des fois prend des tournées gauche ou droite à volonté selon les régimes auxquels on fait face. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que même au Togo, il y a une liberté d'expression qui n'était pas dans le temps. Au Sénégal et dans d'autres pays, il y a eu des avancées. Je l'ai tantôt dit sur ces plateaux que ce sont des démocraties à variance. Donc nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. Moi je pense que l'Afrique a beaucoup évolué sur certains plans. Sur d'autres plans, nous sommes toujours en étape d'apprentissage compte tenu de notre histoire, de notre culture. Moi j'aurais préféré que le Togo ait sa démocratie, le Ghana ait sa démocratie, comme la France a sa démocratie, où il y a un système purement différent de la démocratie anglaise. Et la démocratie anglaise, même si elle est la mère de la démocratie américaine, il y a une différence. Donc on ne peut pas imposer une démocratie pour toute la sous-région. Parce que nous avons des histoires très très différentes. Oui, donc, merci Komi. Non, je n'ai voilà, pas fini avons... les 2 minutes. Oui. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que Komi est en train de dire. Non, on va laisser tous ceux qui sont... Oui, gardez... Komi appelle à une dictature. Oui, Serge, prenez votre mal en patience. Nous allons revenir en studio. Nous allons laisser donc le professeur Moussa intervenir. Après, ce serait Aruna et nous allons revenir en studio. Merci. Et professeur Moussa, vous avez 2 minutes pour nous parler un peu de la situation, de la question posée, la dictature et quels sont les moyens pour lutter contre cette dictature-là. En 2 minutes. Ouais, ce que je vais dire, c'est simple parce que j'avais muté ma ligne avant. Après tout ce qu'on observe, il est vrai qu'il y a eu des avancées en Afrique quant à ce qui concerne l'alternance et autres. Et la liberté d'expression, plus ou moins, dans d'autres pays, il y en a. Mais dans certains pays comme le Togo, avec ce que nous observons, je ne pense pas qu'on peut parler de démocratie, mais ça sera une démocratie tétraplégique. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses là-bas. Alors, en tout cas, c'est ça. Je vais citer le poète anglais, William Wordsworth, qui a dit ceci, je cite, "The tragedy of man is that he was once a child." C'est la tragédie de l'homme, c'est qu'il fut une fois un enfant. Nous allons parler de l'histoire de l'homme. Mais l'histoire de l'homme, c'est quoi? Parce que j'avais commencé par faire un développement par rapport à ce qu'Aristote a dit
quand il disait que l'homme était un animal politique, que l'homme devait s'épanouir dans la société avec les autres. Il devait se définir avec les autres par rapport à eux et rechercher le bien commun. Donc la tragédie de l'homme qui vit dans une dictature, c'est que il est né libre, doué des raisons et des paroles. Et on veut lui priver tout ça là. C'est là où sa stratégie naît. C'est-à-dire qu'il a ça, mais on lui dit tu ne peux pas en faire usage. C'est là sa stratégie et sa tragédie. Alors je dirais que, en tout cas, nous parlons de dictature parce qu'à un moment donné de notre histoire, il y a des individus qui refusent de ne reconnaître à l'homme ce que la nature lui a offert. Il refuse que cet homme-là fasse usage de cela pour rechercher le bonheur commun de vous. Vous venez d'épuiser vos 2 minutes. Nous vous donnons 30 secondes pour conclure. Vous voulez qu'on se transporte dans le studio pour parler longtemps? On va le faire. J'ai payé mon billet. Non, mais il faut quand même... Oui, c'est ça la démocratie en fait. La démocratie, c'est la dictature des lois. Vous voyez, la démocratie, c'est la dictature des tests. La solution à ce problème, c'est que l'homme puisse jouir de cette liberté naturelle-là pour rejeter tout ce qui est contrainte. Je m'arrête là. Merci. Aruna, monsieur Aruna, vous oui, allez je faisais la main, j'ai suivi mon cher ami, monsieur Komlan, je le suivais, j'étais très content de son argumentaire, mais là-bas a blessé avec c'est où? C'est que monsieur Komlan ne peut pas me dire que le Ghana aura sa diplomatie et moi sa démocratie. Le Bénin aura sa démocratie. Le Sénégal et son monde. Ce n'est pas possible. La démocratie, la définition de la démocratie, elle est universelle. Est-ce que vous voyez? La démocratie, elle est unique. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous voulez changer l'équation 1 plus 1, ou soit x au carré plus 1 égale à 0. Vous voulez changer cela et vous voulez résoudre cette équation dans l'ensemble 1, ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc la démocratie, c'est la majorité, c'est la force de la majorité. Il n'y a plus un autre modèle consistant, meilleur, idéal que la démocratie. Donc sur ce plan-là, il faudrait que ça soit clair. Maintenant, par rapport à nos mœurs, par rapport à nos cultures, par rapport à notre tradition, nous allons savoir comment est-ce que nous irons aller, pas à pas. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce que nous allons aller? Parce que ici, aux États-Unis, dans les grands ensembles, est-ce que vous voyez? Nous n'avons pas les mêmes réalités. Est-ce que vous voyez? Mais cela ne veut pas dire que, comment dirais-je, nous allons calquer le mode de fonctionnement de la démocratie telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, en Afrique. Non, c'est le mode. Le mode peut être différent. Est-ce que vous voyez? Mais le contexte, l'ingrédient de cette démocratie, elle est unique, elle est uniforme et c'est irréversible. Donc ce modèle, les pays africains doivent s'inspirer de ce modèle démocratique pour développer. C'est cela qui permet le développement. Nous avons fait l'expérience. Merci, monsieur l'honorable marxisme. Aruna. Nous avons fait l'expérience du nous avons parti saisi le fond de votre intervention. Nous avons fait l'expérience du parti unique en Afrique. Ça n'a pas marché. Le cas du Togo est là. Le cas du Bénin est là. Merci. Nous avons saisi le fond de votre intervention. Nous y reviendrons également. Nous vous laisserons l'occasion de continuer. J'aimerais d'abord, avant que Serge et Rodrigue ne parlent, donner la parole à notre ami du Burkina Faso, qui va en 2 minutes nous dire un peu comment ils ont pu passer de la dictature à la démocratie aujourd'hui. Nous remarquons que ceux qui sont en studio sont privilégiés. Un peu la fierté le professeur de l'Afrique. De pointer ça. Ceux qui sont en mais là, à lui de nous dire, à lui de nous expliquer. Nous ne sommes pas contents. C'est la dictature. Voilà, c'est une preuve de dictature. C'est l'exemple de la dictature. Voilà, merci. Au niveau de tempo. C'est au niveau de tempo. Merci, cher intervenant. Yeah, and then it will be your turn to tell us something about democracy. How did you fight dictatorship, or yeah, I can say dictatorship in the United States if you have
a dictatorship in the United States in the past, but now democracy, we have democracy in the United States. How did you fight to reach this democracy? And yes, I'm just summarize. So then you get ready to talk about that. Vous avez la parole pour le Burkina. Oh, merci, chers intervenants, chers panélistes. Bon, pour ce qui est du Burkina en 2014, je pense qu'on était arrivé à une situation de... Bon, la colère avait atteint son paroxysme, comme on le dit. Bon, parce que le fonctionnement du système était tel que il y a une minorité, un clan, qui avait une main mise sur l'ensemble des richesses du pays. Et toutes les structures, tous les marchés d'État, et même pour faire des affaires, il faut être adossé au parti au pouvoir pour pouvoir prospérer dans les affaires. Sinon, ce n'était même pas possible. C'est le frère du président, le président, bon, c'est la belle-mère. Bon, en fait, c'est eux qui avaient, qui détenaient tous les leviers de l'économie. Donc, bon, ça a quand même créé une certaine frustration au point que les gens étaient mobilisés. Les gens, bon, pour paraphraser les Ivoiriens qui disent que bon, les gens étaient devenus comme des cabris morts. Cabris morts n'a pas peur de couteau. Donc, on était arrivé à ce stade-là. Et les choses, les ténors de ce même parti-là, il y a des ténors qui ont écarté même de la gestion du parti. Donc, ils se sont retirés, ils ont créé un autre parti. Donc, en même temps, ils sont sortis avec armes et bagages. Et ça a aussi galvanisé la jeunesse. Et bon, finalement, on est arrivé à un point où bon, les gens étaient déterminés à en découdre avec le système en place. Et bon, ils sont sortis nombreux. Bon, il n'y avait pas moyen de tirer sur toute cette foule-là. Donc, bon, le président était obligé de lâcher prise. Bon, et d'un côté, bon, l'armée quand même, bon, au sein même de l'armée, il y avait des clans. Donc, je ne reviendrai pas sur ces détails-là. Donc, c'est tous ces facteurs-là combinés et clans au sein de l'armée, parce que les gradés même étaient devenus des hommes d'affaires. Donc, c'est comme si les petits travaillaient pour enrichir les gradés de l'armée. Bon. Et sans compter le clan familial qui avait les leviers de l'économie. Donc, tout ça, ça a créé une certaine frustration. Et bon, ça a en même temps galvanisé la jeunesse qui est sortie pour dire non, pas de continuation, de révision d'article 37, tout ça. Yeah. Bon, présentement, je peux dire, parlant de la démocratie, je peux dire que non. Bon, il n'y a pas une démocratie. Il y a un léger progrès, mais bon, c'est pas... C'est toujours en construction. Voilà, ça ne répond pas tellement aux attentes des gens. Bon, je sais que les gens sont pressés, ils veulent avoir les résultats tout de suite. Mais bon, je me dis quand même que, bon, sauf que l'aspect sécuritaire est venu un peu bouleverser la donne. Yeah. Okay, we're back to you now. Can you a little bit tell us about democracy in the United States? And we have Trump in the Oval Office. Can you tell us about the future of democracy in the United States? Thank you. Well, you know, I think democracy is you have 2 minutes. Thank you. I forgot. Sure. Yeah. In short, democracy is here in the U.S. Because we have elections. Yep. However, the key is, are the elections rigged and or are there trick and games being played? And as soon as you learn how some of the devious acts of altering the outcome of an election can take place, they've already moved on to another set of games. So for us, or here in the U.S., democracy exists, but it's all about, is it a fake democracy or is it a fake election? Tell us. You know, that's how I will more or less kind of sum that up. Yeah. You know, I mean, you can accept the results for what they are, but there's been instances throughout the country in various counties and various states where they talked about they've had problems at the polls or polls closing earlier than what they should, or people being turned away, or the ballots being miscalculated. I mean, there's, you know, when you start talking about the game of tricks or the bag of tricks, there's a lot of games in that bag. Exactly. You know, and the key becomes how do you counter that? So you can come out with a pure, unadulterated, true election. In reference to President Trump, well, 2019 is around the corner. Yep. We shall see.
Thus far, 3 individuals close to him, Paul Manafort, his attorney Cohen, as well as the General Flynn. Yeah. I mean, all these guys have all been essentially indicted, pled guilty. We'll see if the Donald is untouchable in 2019. Thank you so much, and we come back in this studio, and nous allons donc vous laisser la parole, Serge, qui était bouillant. Laisser la parole à notre Rodrigue. ami Rodrigue d'abord, qui a soulevé la main, parce que peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec ce que M. Komala disait, parce que vous avez un peu tourné la tête. Ouais. Est-ce que réellement on peut dire en toute sincérité que Yeah. le Togo doit avoir sa démocratie, le Ghana doit avoir sa démocratie? Est-ce que nous ne tardons pas, nous n'allons pas dans une dictature, dans une démocratie dictatoriale? Bon, le contexte général de démocratie, pour moi, à un moment donné, je me demande si l'Afrique doit appliquer la démocratie des autres. Parce que depuis que nous avons commencé, l'Afrique a commencé par évoluer en ce qu'on appelle démocratie. Nous n'avons que des médiocrités de démocratie. Parce que si je prends par exemple le cas du Burkina, on me dit que à un moment donné, les gens ont eu ras-le-bol. Et c'est ce qui se passe en Afrique un peu partout. C'est qu'on piétine les gens à un point que les gens s'énervent finalement, ils se disent que maintenant tuez-nous. Et quand l'Occident comprend ça, il dit bon ok, laissons-les un peu, on va les sortir un peu pour qu'on ne sente pas trop qu'il y ait piétinement, etc. Et puis on place quelqu'un, on dit c'est là. Quand Macky Sall était venu, tout le monde avait crié que maintenant le Sénégal est parti. Quand, comment l'appelle-t-on, le Béninois et le nouveau, Talon était là. Le Talon. Mais tout le monde a crié la démocratie au Bénin. Mais qu'est-ce que les Béninois subissent aujourd'hui? Qu'est-ce que les Sénégalais subissent aujourd'hui? Pourquoi nous nous contentons de la médiocrité? Pourquoi nous ne disons pas les choses telles qu'elles sont? L'Afrique a sa démocratie. La preuve, la Libye nous l'a prouvé. C'est la démocratie des tribus. Pourquoi on ne veut pas se battre et on veut toujours embrasser la démocratie des autres alors que ça ne marche pas depuis la nuit des temps? Depuis qu'on a commencé par essayer cette histoire, ça n'a jamais marché. La démocratie des tribus, on n'en parle plus. Parce que Gaddafi a été éliminé et on l'a oublié. Mais regardez comment la Libye évoluait. La Libye, un désert qui est devenu une économie. Moi, je suis allé en Libye, c'est incroyable. Mais il n'y a pas d'opposant en Libye. Quelqu'un peut me pointer un seul opposant à Gaddafi, à part ce que la France et les États-Unis ont monté? Personne. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne s'inspire pas de ça? Pourquoi on veut toujours s'inspirer des États-Unis, de l'Angleterre, de la France? Pourquoi? Moi, mon problème, c'est ça. L'Afrique n'a pas de démocratie. Et avec la démocratie occidentale, je vous assure tout, nous aurons cette discussion. Nous allons continuer par avoir cette discussion. Moi, je vais partir. Mais mon mot de fin, c'est ceci. J'invite toute la diaspora, ces dictateurs, ils n'ont qu'à comprendre que s'ils tuent leurs frères, ils tuent leurs frères pour quelqu'un d'autre. Que ce soit au Togo, comment l'appelle-t-on, au Burkina, en RDC, tous les Africains, les groupes rebelles, les milices, quand ils tuent leurs frères, ils ne tuent pas pour eux-mêmes. Peut-être ils vont manger les miettes, mais ils tuent pour les autres. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, revenons, pensons à nous-mêmes. Cessons de dire que ici, démocratie, que quand même ça va. Pourquoi on aime la médiocrité? Montrez-moi un seul pays en Afrique qui a réussi en démocratie. Un seul pays, il n'y en a pas. Le Ghana a réussi. Le Ghana a réussi quoi? Il y a combien le taux de chômage au Ghana, c'est combien? Quand on dit démocratie, regarde aux États-Unis, on peut parler de démocratie aux États-Unis. Parce que Rawlings s'est imposé en tuant plein de Ghanéens. Aujourd'hui, vous parlez du fait qu'il y a la démocratie. Il n'y a même pas. Écoutez. Si on parle des États-Unis, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes venus ici que on se sent un peu à l'aise et on peut se débrouiller. Mais au Ghana, soyons sérieux, les gens se débrouillent. Mais combien se débrouillent? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pourquoi on dit que non, ok, quand même quand vous parlez du Ghana, c'est l'à peu près. C'est l'à peu près. Quand on parle du Bénin, c'est l'à peu près. Le Kenya qui évolue également. Le Kenya, quand même, combien ont été tués la fois dernière par les élections? Donc, comprenons que pour moi, ma conclusion, c'est que inspirons-nous de ce qui... Inspirons-nous de ce qui a essayé de marcher vraiment en Afrique. Et c'est la Libye.
essayons de voir si on peut aussi en faire quelque chose. Et non tout le temps, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ça ne nous aidera jamais. Parce que ces gens, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Merci. Merci. Merci encore une fois de plus. Vous avez 2 minutes. Merci encore une fois de plus, mon cher Léandre. Il faut dire, moi je ne suis pas venu ici maintenant pour parler chaque fois de la démocratie, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que la démocratie, comme ça a été défini, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais est-ce qu'au Togo on l'applique? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on l'applique? Est-ce qu'au Bénin on l'applique? Quand ils viennent, ils ont les armes, ils s'imposent et ils tuent les pauvres Africains, leurs propres frères. On fabrique une arme, on vous la donne. Et vous allez tuer votre propre frère. Parce que il y a l'argent. L'argent, money talks. L'argent parle. Donc ici, ce que je voulais proposer, il faudrait que nous arrivions, en tant que la diaspora que nous sommes. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes combien au niveau de la diaspora? Près de combien de millions d'Africains au niveau de la diaspora? Ne serait-ce que donner $100, $100. Ici, nous pouvons mettre en place une organisation et à travers cette organisation, nous pouvons sauver l'Afrique. Yep. Au lieu de s'asseoir ici parler de la démocratie, au lieu de rester ici pour dire que faut réellement au niveau de législatives il a volé ou bien bon, il y a eu 100%. Tu vois, et effectivement il y a eu 100%. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons nous asseoir ici et puis on parle, mais on ne trouve pas de solution. J'aurais proposé qu'il faille qu'on recense tous les Africains qui sont au niveau de la diaspora et nous allons avoir notre propre banque où nous allons mettre au moins les $100 et en fonction des $100, nous allons prendre cet argent, l'intérêt de cet argent pour aller nous imposer en Afrique. Si Franck ne veut pas quitter, nous on va le faire quitter. Si M. Ouattara ne veut pas partir en 2020, qui veut se présenter, nous on va le faire quitter. Si M. Kabila, qui a fait combien d'années au pouvoir, il revient pour dire, voilà mon dauphin. Mais Kabila, le Rwanda n'est pas son champ. Et non, la RDC n'a pas son champ. Il y a quand même des gens qui l'ont implanté là. Donc il ne peut pas venir dire Al-Shadari, c'est son dauphin. Et aujourd'hui, c'est pas lui qui a été voté. Les résultats qui vont sortir demain dans les urnes, on nous dit qu'il y a eu quand même de la fraude massive en RDC. Parce qu'il sait que M. Fayulu Martin a été voté. Parce que quand vous voyez la popularité de Fayulu Martin, vous n'allez pas vous en croire à vos yeux. Donc, si nous sommes organisés au niveau de la diaspora, nous n'allons pas parler de dictature. Yeah. Nous avons imposé notre démocratie. Vous avez compris? Yep. Si il y a beaucoup de Français, beaucoup de Blancs qui sont en Afrique. Oui, vos 2 minutes sont épuisées. Si, je vous en prie, si on prend ce blanc-là et on le met en otage et on leur dit, nous allons, tant que vous ne faites pas ceci, tant que le franc CFA dont nous sommes en train de combattre, tant qu'on n'a pas notre moyen, notre franc CFA, on ne libère pas celui-là. On va prendre les gens en otage. Et nous avons notre culture. Il faudrait qu'on valorise notre culture. Si celui-là ne quitte pas là, on impose notre culture. La culture, à la base, va le faire quitter. Le système qui a été implanté par la communauté internationale, par l'extérieur, nous allons combattre ce système-là. Si nous ne le faisons pas là, nous allons venir ici à Tempo Afrique et puis continuer de parler. Moi, je ne vais plus parler. Nous rentrons en 2019. Apporter les solutions. N'apportez plus les historiques. Moi, je ne suis pas là pour ces histoires d'historiques. Merci Serge Niawa. Je crois que nous sommes en plein pied dans ce débat sur la question de la dictature, la démocratie, le développement en Afrique. Je vais essayer de répondre à quelques inquiétudes. Et nous avons fait l'erreur de ne pas définir ce que c'est que la dictature et la démocratie, afin de mieux nous imprégner dans le débat. Parce que il y a eu des tiraillements par rapport à une sorte de démocratie. Il y a l'africaine,
et pourquoi copier la démocratie occidentale, ainsi de suite. Mais je pense que dans chaque pays, au niveau occidental, chaque pays a adopté une forme de démocratie. Si nous prenons la France, je crois que c'est une démocratie républicaine avec bicamérale, c'est-à-dire qu'il y a un Parlement et il y a un Sénat. En Allemagne, je crois qu'ils ont eu ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. Et donc, dans chaque pays, il y a quand même une réalité qu'ils ajoutent à cette démocratie. Il y a la base de la démocratie qui est la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association. Donc cette base-là, avec ajouté à la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Si ces pouvoirs sont séparés, s'il y a donc la liberté d'expression, la liberté d'association, et si les institutions sont fortes, on parle de démocratie. Maintenant, cette démocratie se confirme également par l'alternance au pouvoir à travers des élections transparentes, libres et non contestées. Et une fois que cette base est acquise, on décide maintenant de quelle forme donner à notre démocratie. Elle peut être parlementaire, ou c'est le Parlement qui est plus fort et qui décide des orientations, et l'exécutif ne fait qu'exécuter les programmes et rend compte au Parlement. Voilà, puisque le Parlement, c'est la représentation du peuple. Voilà. Maintenant, quand nous allons parler de la dictature, en fait, c'est le contraire de la démocratie. C'est l'absence d'alternance, c'est la cohabitation, le concubinage entre les pouvoirs et les institutions. Les institutions sont inféodées à un seul pouvoir. Au Togo, nous allons parler par exemple d'une démocratie oligarchique. C'est-à-dire que c'est des grandes entreprises qui aujourd'hui gèrent le Togo. Et ils ont une marionnette qu'on appelle fort et sa clique qui se pointe devant, alors que c'est dirigé par de grandes entreprises. Si nous prenons le port autonome de Lomé, qui est coiffé par Bolloré, nous prenons le phosphate qui est coiffé par les Italiens et les Israéliens, et nous prenons le ciment, voilà. Donc je dirais que les ressources minières sont contrôlées par des entreprises étrangères. Et c'est ces entreprises-là qui, en fait, d'une manière ou d'une autre, dirigent le pays. C'est ce à quoi j'appelle la démocratie oligarchique. Maintenant, c'est une démocratie militaro-oligarchique. C'est-à-dire que les militaires protègent les intérêts de ces entreprises-là. Donc voilà un peu la situation. Donc il y a aussi différentes sortes de dictatures. Au Togo, nous avons cette dictature militaro-oligarchique. À l'époque, c'était une dictature du papa, c'était la dictature clanique, militaro-clanique. Qu'est-ce que, au vu de tout ceci, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons nous asseoir là pour faire l'historique de cette démocratie? Le moment est arrivé pour nous pour agir. Nous sommes en 2019. Oui. Il faudrait qu'on arrive à agir. Voilà, pour agir. Je demande à toute la diaspora, parce qu'aujourd'hui, tous ceux que nous avons en Afrique sont des femmes. Ils ne peuvent pas. Si on ne peut pas arriver à les dégager, regardez, j'ai suivi monsieur Gabriel, comment il s'appelle? Mokia Gabriel. Yeah. C'est un Congolais. Il était en train de parler avec un journaliste. Mais dès que le journaliste a dérapé, il a boxé dans le studio en même temps. Et après, on l'a mis en prison. Mais dès que celui qui parlait mal de Kabila, mais dès qu'on lui a donné tout son argent, il a commencé à se rallier du côté de la mouvance présidentielle. Yeah. Nous sommes là aujourd'hui au niveau de la diaspora. Cette diaspora, elle est forte. Cette diaspora, elle a une résistance. Cette diaspora, elle a une énergie. Elle est financièrement posée. Mais comment nous allons nous organiser pour y arriver? C'est ce que je vous demande. Oui. Cessons de parler. Voilà. Léandre, je pense que important, je dois aussi avoir la parole. Si je ne peux pas avoir la parole chaque moment, parce que nous, on vous suit de très loin. Donc écoutez. Jusqu'en 2030,
Vous avez vu, Macky Sall a pris encore beaucoup d'engagement au niveau... Oui, nous allons arriver, mais merci. Nous allons aller vers nos amis. Nous allons remettre l'antenne à nos amis sur Skype qui nous suivent actuellement. Okay, merci. Donc, merci, Komi, tu as la parole. Je voulais intervenir sur ce point. Premièrement, je ne comprends pas ce que Serge est en train de dire qu'il faut agir, il faut agir. Quelle diaspora elle est en train de parler? Premièrement, il faut apprendre à la diaspora comment, premièrement même, save money, comment mettre l'argent de côté. Mais parce qu'il n'y a pas d'organisation, M. Komi. Peut-être que vous ne parlez pas de l'autre côté. J'ai parlé d'une organisation forte au niveau de la diaspora. Si vous me suivez, je crois que vous allez m'embrasser le pas. Serge, s'il te plaît. Ok? Premièrement, il faut éduquer la diaspora et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Essayer d'éduquer la diaspora, faire comprendre à la diaspora des notions élémentaires de vie sociétale. On est en train de parler de démocratie. Certains pensent que la démocratie, c'est aller cotiser l'argent et faire du n'importe quoi au pays. C'est impossible. Vous savez, il y a des États. Nous sommes dans les conseils des nations et il faut respecter certains principes. Quand nous venons sur ces antennes et nous disons ce qui n'est pas logique, je pense que nous traînons des tas derrière nous. Ce que nous faisons ici, c'est quelque chose d'éveil de conscience. On ne vient pas ici parler seulement. Nous éveillons les consciences. Ça, il faut le dire. Ça, c'est un. De deux, M. Léandre a été d'accord avec moi que les démocraties sont différentes d'un pays à un autre. Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont un système matriarcal. Ce qui veut dire que dans leur culture, c'est de mère, les possessions viennent, ou bien l'héritage se transmet de mère, donc de manière matriarcale. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie. Non. Si on ne prend pas merci, les choses merci. Avec la démocratie. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît, les amis, nous allons laisser chacun. On a un système parlementaire. Oui, mais... Vous savez pourquoi en Allemagne on a un système parlementaire? Ok, vas-y. Monsieur, comment nous prend le temps? On ne peut plus agir dans ce temps. Serge. C'est à cause de l'histoire allemande, de l'hégémonie de Hitler. Donc après ça, ils ont décidé d'avoir un président qui n'a absolument rien à faire. Il s'assoit là-bas, il est seulement là pour l'unité nationale. Maintenant, en Angleterre, ils ont une reine. Et ça aussi... Mais justement, je suis d'accord. C'est le mode. C'est le mode et c'est la forme de la démocratie. Non. Mais l'originalité de la démocratie est toujours là. Mais cela ne veut pas dire... Cela ne disconvient pas. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie où on met... Vous avez parlé du président Gbagbo en début d'émission. Moi, je vous suivais. Oui. Au fait, c'est ce que Gbagbo disait. Que dans un pays où il y a différentes formes de culture, il faut arriver à mettre tout le monde ensemble. En considérant et en respectant les backgrounds de tout le monde. Si vous vous souvenez, aux États-Unis ici, on avait ce qu'on appelait le S'il vous plaît, monsieur Komla. Oui. C'est que quand on parle de la démocratie, n'essayez pas de déformer un peu le débat. Nous sommes en train de parler de la démocratie dictatoriale. Et on doit essayer de séquestrer automatiquement les pouvoirs africains. Non. Séquestrer les pouvoirs africains. Séquestrer les pouvoirs africains. Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il y a l'alternance, la démocratie serait bel et bien pratiquée en sa forme. S'il n'y a pas l'alternance, la démocratie ne sera pas pratiquée selon sa déontologie. Qu'est-ce que vous appelez alternance? Il y a une seule famille au pouvoir qui détient tout en son sein. Et vous voyez qu'on peut pratiquer la démocratie. Ce que je suis en train d'avancer ne se calme pas au Togo. Ce que je suis en train d'avancer, s'il vous plaît, ne ramenez pas tout au niveau du Togo. Ce que je suis en train d'avancer ne se calme pas au Togo. Le cas du Togo, je suis en train de donner une explication académique de la chose. Oui.
S'il vous plaît, monsieur Adonai. Oui, laissons finir Connie, et nous allons donner le Non, ce n'est pas l'explication de temps en temps. On cherche la solution. Une solution. Vous êtes en train de chercher. Si vous ne comprenez pas la chose, cela perd également le temps. La Constitution de 92 n'a mis en aucun cas la société congolaise dans son contexte. Sans sérieux. Oui, mais... Non, mais la Constitution 92, c'est clair. Mais bon, maintenant, nous allons remettre la parole au professeur Moussa. Nous allons laisser la parole d'abord au professeur Moussa. Le débat, je voudrais faire une petite remarque par rapport à mon frère, le modérateur. Ça dit, ce n'est pas le fait que le gouvernement togolais, là je ne défends pas le Togo, hein, pas du tout, hein, mais ce n'est pas que le gouvernement togolais a choisi une façon de vouloir amener les étrangers à implanter des sociétés au Togo qui constituent, comment dirais-je, qui est contre la démocratie ou soit qui est un système dictatorial. Ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on ait intellectuel. Ce n'est pas du tout ça. Donc, nous, en tant qu'opposants au Togo, on peut décrier ce mode d'économie, ce mode de fonctionnement. Est-ce que vous voyez? Donc, au Togo, c'est un régime dictatorial, militaro et clanique. C'est féodal. Donc, qui, par rapport à ce qu'on a vu, n'a pas du tout les ingrédients de la démocratie. Et c'est pour ça qu'à l'entame, nous avons dit que la démocratie aujourd'hui, elle est différente de la démocratie des Mobutu. Ici aux États-Unis, moi principalement, je ne suis pas pour comment dirais-je, le collège électoral. Mais c'est la démocratie. Donc on n'a pas besoin, par exemple, d'avoir le collège électoral au Togo ou soit au Bénin. Mais on peut toujours faire la démocratie. C'est la même chose que M. Komlan est en train de dire quand il dit qu'en Allemagne, il y a une démocratie parlementaire. C'est normal, au Bénin, il n'y a pas de Premier ministre, non? Mais il y a la démocratie. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que la démocratie, c'est le seul modèle, comment dirais-je, politique. Mais comment vous définissez cette démocratie africain de se développer. Maintenant, il y a le mode de fonctionnement. Il y a plusieurs formes de démocratie. Donc c'est ça ce qu'on est en train de dire. Mais l'originalité de la démocratie, elle doit être universelle. Donc ça là, il ne faudrait pas qu'on puisse tergiverser sur ça. Maintenant, le cas togolais, le cas béninois, c'est quoi? On se réfugie sur tout ce qui est démocratie, on fait les lois, on embastille les institutions pour vraiment voler le peuple, pour piétiner le peuple. Et c'est de ça, et c'est de cette dictature qu'il s'agit aujourd'hui en Afrique. C'est ça qu'il faut dire, je vous en prie. Et c'est de cette dictature que le Togo, Yadema, fort s'inspire pour vraiment piétiner le pays. C'est de cette dictature que Patrice Talon se sert pour voler et pour mettre les opposants en tôle. Maintenant, revenons à ce que M. Seyanwa est en train de dire. M. Seyanwa est en train de dire quoi, M. Komlan? Ce n'est pas qu'il est en train de dire que, bon voilà, il faut, comme tu es en train de le dire, qu'il faut éduquer la diaspora. Non, il veut une action. J'ai déjà dit que c'est à cause de la diaspora qu'il y a eu conférence nationale au Bénin. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? On n'a pas besoin d'être conscientisé avant de lancer un appel pour dire cotisons $100, cotisons $1000 pour aller expliquer, pour aller délivrer nos peuples. Donc c'est très important parce qu'effectivement, nous les Africains, on parle. Il faut une action. Donc je pense que ce que Seyanwa est en train de dire, ce n'est pas encore mal en lançant un appel au niveau de la diaspora. Je vous en prie. Parce merci, monsieur Aruna. Nous vous avons suivi. Maintenant, nous allons remettre la parole au professeur Issifou et après nous allons revenir en studio. Nous demandons donc d'être bref, concis et précis dans votre idée. Après, ce serait Gabriel et nous allons revenir en studio. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous prononcer par rapport à quoi? À cette idée de démocratie. Oui, et comment arriver donc à mener cette démocratie en Afrique pour impulser le développement de l'Afrique?
Si vous pensez donc pour vous que la démocratie est le modèle idéal pour faire développer l'Afrique. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est le système qui se présente comme l'idéal maintenant. Si on trouvait un autre système qui présente plus d'atouts, on pourra dire que non, la démocratie aura vécu et nous allons adopter le système. Mais à l'heure où nous parlons, la démocratie, c'est le système idéal qui pourra permettre au développement de l'Afrique, par exemple, parce que elle accorde les moyens de l'épanouissement de l'individu. Et dès que l'individu s'épanouit, c'est qu'il partage cet épanouissement-là avec sa société, avec son entourage. C'est ce qui fait que le développement va aller de soi. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays qui sont à la traîne, je vais comparer seulement deux pays, le Ghana et le Togo. Ces deux pays voisins, vous n'avez pas besoin de prendre une voiture pour traverser la frontière du Togo pour aller dans le Ghana. Vous allez seulement. D'ailleurs, il y a certaines familles qui sont togolaises qui se retrouvent dans le Ghana par la méchanceté de la colonisation et vice-versa. Donc, comment alors comprendre que en 2018, le Ghana a envoyé des satellites à l'espace, dans l'espace. Et pendant ce temps, le Togo est en train de commander la liberté d'expression, commander la liberté d'association. C'est en cela que nous disons que lorsque les gens font le choix de la démocratie, que c'est un système que nous voulons, avec la volonté, je ne dis pas que c'est un système parfait. Non, il n'y en a pas. C'est parce que nous n'avons pas encore trouvé d'autres systèmes que nous disons que c'est le meilleur pour le moment. Mais du moment où nous disons que c'est le meilleur et nous voulons l'adopter, soyons sincères et faisons-le pour le bien de tout le monde. Donc c'est là où nous sommes. Alors, les solutions sont là. La solution va émaner de la volonté de ceux-là qui pensent que nous sommes nés pour être, il y a des gens qui sont nés pour être des serviteurs et il y a des gens qui sont nés pour être des rois. C'est ça. Si on n'abandonne pas cette conception du pouvoir, on ne pourra pas y arriver. Et malheureusement, je suis obligé de dire qu'au Togo, les gens veulent qu'on parle de démocratie quand il s'agit de la théorie. Mais quand on leur demande de mettre ça en pratique, ils disent que ce n'est pas notre affaire. Oui, ce que nous allons faire, nous allons plutôt généraliser le débat et ne pas le concentrer sur le Togo. Nous parlons de l'Afrique, donc parlons de comment sortir l'Afrique de l'ornière. Oui, non, mais c'est que depuis le débat, voilà, c'est ça. Parler des mauvais pays. Je vous comprends très bien. Sinon, le débat n'aura pas de Nous pensons que les exemples sont aussi illustrateurs de ce que nous sommes en train de faire. Absolument. On ne peut pas parler dans le vide sans donner d'exemples. Oui. Lorsque j'ai pris les deux exemples du Ghana et du Togo, c'est pour faire facile à tous ceux-là qui pensent que on peut aussi parler de démocratie dans tel pays alors que ce n'est pas encore le cas. Merci, les gens se sont habillés, ils sont habillés d'un manteau de démocratie, mais ce n'est pas encore ça parce qu'ils sont opposés au principe minimal de démocratie. Il est vrai maintenant, les gens peuvent parler un tout petit peu, mais ce n'est pas à tout moment. Nous avons vu des journalistes qui sont menacés. Un journaliste a été assassiné l'année passée au Togo. Jusqu'à présent, son assassinat n'a jamais été élucidé. Il a reçu un coup de fil, on l'appelle, il sort, on appelle ça pour lui dire que ton mari est mort en moins de 10 minutes. Parce que c'est un journaliste qui sait, qui peut-être connaître tout ça, ce n'est pas un exemple de démocratie qu'on peut. Ça dit qu'il y a liberté d'expression, mais lorsque cette liberté me bénéficie, je ne dis rien, mais c'est quand c'est contre moi, je tape fort. Ils sont en train de prendre des mesures pour essayer de restreindre les libertés sur les réseaux sociaux, tout ça là. Tout ça là, c'est des dérives totalitaires, à la limite. Il faut que nous ne pouvons même pas envisager un quelconque début de démocratie au Togo. La démocratie au Togo, si on peut le dire, je ne dis pas seulement au Togo, dans toute l'Afrique, tout pays qui se comporte en termes de, comment l'appelle-t-on, concentration de pouvoir, absence de liberté au niveau de la justice. Lorsque le juge n'est pas libre pour prononcer la sentence, un homme digne et conscient
selon les faits qu'on lui a présentés, ce n'est pas une démocratie. Merci. Ce n'est même pas un début de démocratie. Alléluia. Merci beaucoup. On ne parle pas. Merci. Au Togo aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Merci. Les juges sont Merci coupables. beaucoup. Ils sont tous des criminels. Parce qu'ils acceptent qu'on condamne des pauvres innocents à des peines lourdes. À de lourdes peines, alors qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait parce que quelqu'un leur dit de le faire. Merci beaucoup. Nous allons donc remettre le micro à Gabriel Adona et nous allons revenir en studio. Oui, merci Léandre. D'abord, je reviens au propos. D'abord, je remercie monsieur le professeur qui a essayé d'éclaircir un peu l'opinion sur la question de la démocratie, la manière dont ça se pratique. C'est bien vrai. Maintenant, n'essayez pas de sanctionner quand on donne l'exemple du Togo. Non, comprenez ce que en fait j'ai dit. N'allons pas, ne nous focalisons pas sur ma réaction. C'est-à-dire que c'est un débat, voilà, nous faisons un débat élargi à l'Afrique. J'aurais juste souhaité que nous ne nous limitions pas seulement, n'en faisons pas un débat, c'est juste une remarque. Merci. Bon, maintenant, j'évolue tout en vous disant que je reviens maintenant au propos de Serge Gnawa qui essaie de nous outiller. Il va falloir qu'on agisse. Mais je vous fais savoir que la démocratie en Afrique doit s'arracher. Elle n'a pas négocié. Ça doit s'arracher. Parce que les pertes de vies humaines ont été quand même passées. Et jusqu'alors, on n'a même pas eu de compte rendu. On n'a même pas eu aucun des rapports de ces enquêtes-là qui ont été lancées jusqu'alors. C'est ce que vient d'évoquer tout de suite, monsieur le professeur. Mais jusqu'aujourd'hui, comme vient de dire monsieur le professeur, on est en train de prendre des mesures, actuellement, là où je vous parle, on est en train de prendre des mesures pour essayer de restreindre un peu les réseaux sociaux pour ne pas parler si trop du pouvoir aux réseaux sociaux un peu partout ailleurs. Vous voyez maintenant, ça ce n'est pas la démocratie. C'est là où je dis que ça ne peut pas être négocié. On doit l'arracher d'une manière et d'une autre. Ça c'est très important. Donc c'est là où je reviens maintenant, je reviens les propos de Serge Gnawa qui nous dit maintenant de joindre les deux bouts au niveau de la diaspora pour essayer d'agir. C'est ça. Merci. D'être là ce soir pour animer ce réveillon de 2019. Merci également à Malik, à la production. Merci aux panélistes qui ont pris le temps d'être avec nous pour échanger les idées. Merci également à ceux qui sont déjà partis, mais qui continuent par nous suivre. Merci à Serge Gnawa. Merci également à toutes les personnes qui ont bien voulu être avec nous au cours de cette émission. Merci également à toutes les personnes qui ont bien voulu être avec nous et qui n'ont pas pu. Nous allons finir cette émission en donnant l'opportunité au professeur Moussa Issifou d'adresser un message à la fois au Togo et aux Africains. Nous laissons donc l'antenne à Dr Moussa depuis le nord de la Caroline. S'il est prêt, qu'il nous fasse signe. Ok. Donc, nous avions dit, pour les perspectives de 2019, nous allons essayer au niveau de Tempo Afrique de réorganiser l'animation des émissions, de restructurer les débats et également d'améliorer nos prestations. Nous allons donc réussir cette année grâce à nos téléspectateurs, grâce